Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission 100% foot le lundi soir sur Radio J. Quel bonheur de vous retrouver ce soir. Classico à écouter sur radioj.fr et sur l'application Radio J. Autour de la table, leurs petites fiches sont prêtes. Je vous présente nos chroniqueurs du soir. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir avocat Alex. En droit social. Bonsoir également à Alex, donc Alexandre Darmon, journaliste et youtubeur avec sa chaîne Indécis. Salut Alex. Bonsoir Steve, bonsoir Benjamin. Et puis on est très heureux d'accueillir ce soir un ancien international français, l'un des parcours les plus singuliers du football pro ces 15 dernières années. On est vraiment très heureux de le recevoir ce soir. Bonsoir Steve Savidan. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Steve. Steve Savidan, on va revenir avec vous ce soir sur votre carrière, mais aussi sur votre reconversion, puisque vous êtes désormais coach mental. Vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure. Avant cela, vous commenterez avec nous l'actualité du ballon rond avec un suspense tout à fait passionnant pour le titre en Ligue 1. Paris, Lille et Lyon sont au coude à coude. Quels sont les atouts et les limites de chacune de ces trois équipes? On en débattra avec nos chroniqueurs. On s'intéressera également à l'Olympique de Marseille. Après une nouvelle défaite des Olympias ce week-end, Villas-Boas est-il sur la sellette? L'OM est-il plombé par ses cadres défaillants? Milic peut-il sauver la saison olympienne? Vous nous direz ça dans quelques instants. Et puis on parlera également du mercato et du foot européen. Classico épisode 16. Nous sommes encore en studio et on va en profiter. Classico, c'est parti. On lâche un peu le marquage et puis on a pas cette part de réussite dans ces moments-là. C'est des périodes difficiles, j'en ai vécu pas mal ici. Là on est en plein dedans. Il va falloir faire front, être solide parce que ça va être dur pendant un moment, j'espère le plus court possible. Le capitaine de l'OM, Steve Mandanda, qui promet des larmes et de la sueur à ses coéquipiers pour sauver leur saison. Nouvelle défaite ce week-end des Olympiens face à une fringante équipe de Monaco. L'OM n'a remporté qu'un seul de ses 8 derniers matchs disputés en Ligue 1. Ça fait désormais 4 défaites consécutives pour l'Olympique de Marseille. Les Marseillais pointent à la 6e place du classement avec 32 points, à 13 points des leaders parisiens et lillois, mais avec un match de retard à jouer. Messieurs, on va commencer par Steve Savidan. Comment est-ce que vous avez trouvé les Marseillais ce week-end? Comment on pourrait trouver les Marseillais en ce moment? Je les trouve dans une spirale très négative, très négative, qui a été enclenchée déjà en fin de semestre dernier avec la Ligue des Champions, avec la proposition qu'ils ont faite en Ligue des Champions déjà d'une. Et puis suite à ça, ils ont mal commencé cette phase de janvier, où il y a eu beaucoup de détracteurs sur certains joueurs, à juste titre. Steve Savidan, vous pensez qu'il y a un lien entre les contre-performances, la série de contre-performances en Ligue des Champions et ce qui est arrivé ensuite aux Marseillais en championnat? Je pense qu'il y a vraiment un lien. Quand on s'habitue à perdre ou à faire des mauvaises performances, ça s'inscrit, dans la tête, ça reste inscrit. Donc aujourd'hui, ce qui peut-être les faisait être performants en début de saison, je parle bien en championnat, c'est parce qu'ils avaient ce double projet qui était sur la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils ne l'ont plus et ça a été très décevant sur la Ligue des Champions. Donc c'est toujours inscrit. Donc ils ont inscrit quelque chose en eux qui est très négatif et surtout individuellement. Individuellement, ils n'ont pas été à la hauteur des espérances de leur entraîneur et du club, voire même encore un peu plus loin des supporters. Donc là, aujourd'hui, ils sont dans une spirale et comme Steve Mandanda le disait, ça va être dur. Mais c'est dur en fait, ne parle pas au passé, c'est déjà dur. Donc c'est comment inverser, avoir cette prise de conscience que c'est très dur et comment y remédier. Et là, ça c'est un peu plus compliqué. Benjamin, Alex, on l'a dit déjà ici la semaine dernière, c'est vrai qu'on sent Marseille dans une spirale négative infernale, on ne sait pas vraiment comment ils vont s'en sortir. Quand tu regardes le match de Monaco ce week-end, c'est pas une honte de perdre contre Monaco, qui est une bonne équipe, mais quand tu vois la manière... Moi, ce qui m'a choqué, c'est les buts sur corner. Ouais. C'est inadmissible de prendre des buts sur corner comme ça. Monaco qui est particulièrement performant sur les coups de pied arrêtés, on va y revenir tout à l'heure. C'est vrai, mais quand tu vois le marquage des joueurs de l'OM, c'est catastrophique. En fait, je me demande si c'est technique ou psychologique. C'est-à-dire, est-ce que techniquement, ils ne travaillent pas les corners et personne ne sait qui doit marquer? Et là, c'est grave. Je suis pas certain que ce soit ça. Je pense que c'est plus psychologique. Ça veut dire que t'y es pas, quoi. C'est vraiment symptomatique. T'es pas dedans, t'es pas dans ton match, t'es pas concentré. Et le marquage, il est absolument inexistant. Ouais. C'est ça le plus grave, je pense. Parce qu'on a pu lire dans la presse, et je cède ensuite la parole à Alex,
que certains Marseillais expliquaient évidemment en coulisses que finalement Villas-Boas ne leur proposait pas des séances suffisamment poussées sur le plan tactique, sur le plan technique, ça bossait pas finalement assez à l'entraînement. Moi je pense d'abord Steve Savidan, je suis ravi de l'avoir dans l'émission parce que c'est quand même un ancien international, donc c'est quand même génial d'avoir Steve Savidan dans le Classico, et on va parler. C'est réciproque. Non mais voilà, j'espère qu'on va parler d'attaque après. Justement, ce qui manque à l'OM aujourd'hui, c'est l'attaque. Voilà. Ah, ça y est, Milic est arrivé. Ouais, mais bon, on va voir s'il fait quelque chose, Milic, sur le terrain. Et puis il y a aussi autre chose, un autre problème à Marseille, moi je trouve en ce moment, c'est qu'on parle de tout sauf de football et de terrain. C'est-à-dire que dès qu'on a une conférence de presse avec André Villas-Boas, il nous parle, c'est quand même lunaire, des engueulades dans son vestiaire. Il nous parle de l'arbitrage. Bon, alors oui, il y a une faute d'arbitrage, mais c'est pas pour ça qu'ils perdent. Il nous parle du fait qu'ils mettent sa place à disposition. Alors, pour moi, il est en train de nous faire un syndrome Tourelle. C'est exactement ce que j'allais te dire, Alex. Toi qui as condamné injustement, à mon avis, Tuchel, mais c'est vrai, c'est intéressant. Ouais, bah oui. À un moment, Tuchel, et d'autres disaient qu'il avait perdu la main, qu'il parlait plus de jeu, qu'il parlait d'autres choses, qu'il était un peu dans une psychose, qu'il était tout le temps négatif. Pardon, mais là, Villas-Boas, c'est exactement ça, quoi. On sent qu'il est dans une spirale négative, qu'il n'arrive pas lui-même à en sortir. Ses discours, quand il dit Payet, Thauvin, ils partiront pas en vacances. C'est incroyable. Ils partiront en vacances ensemble. Mais comment tu peux dire un truc comme ça quand t'es coach, c'est mettre la lumière sur un problème de vestiaire. Normalement, quand t'es coach, tu dois dire ce qui se passe dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire, je réponds pas à ça ou je défends mes joueurs. Et il en rigole. Non, mais le pire, c'est qu'il en rigole. C'est un peu amusant. Moi, je trouve ça fou. Ouais. Steve Savidan, est-ce que Villas-Boas a tort dans sa communication de cibler d'une part l'arbitrage, de mettre en avant, par exemple, comme il l'a fait il y a quelques jours, la fin de contrat d'un certain nombre de ses joueurs cadres? Est-ce qu'il se trompe dans sa communication? Il y a deux approches. Alors, il a pas forcément changé dans sa communication. Il a toujours été comme ça depuis qu'il est arrivé à Marseille. C'est-à-dire qu'il parlait souvent de l'extra-terrain, voilà, pour revenir là-dessus. Il a toujours parlé, par exemple, que son contrat, il n'irait pas plus loin que son contrat initial, parce que lui, il avait un autre projet personnel. Déjà, ça a posé des limites, des limites. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est difficile de dire à un coach, bon, moi, je suis là pour 3 ans, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, j'arrête au bout de 3 ans. Déjà, c'est un peu compliqué. Par contre, ça peut répondre à une idée, c'est que le métier d'entraîneur, et en tout cas en France, a énormément évolué, et je pense que nous ne sommes pas encore prêts. Quand je dis nous ne sommes pas encore prêts, je mets aussi les joueurs à comprendre qu'en France, un entraîneur à la française n'existe plus. C'est des entraîneurs type manager dans les pays étrangers. C'est-à-dire qu'ils sont plus là pour parler de technique ou de tactique. Ils sont plus là pour faire des entraînements. Et moi, c'est une prise de conscience que j'ai eue depuis très longtemps quand je suis allé au diplôme d'entraîneur nationaux. C'est qu'en fait, ce qu'on nous demande aujourd'hui en tant que Français, en tant qu'entraîneur français et en formation à la française, c'est d'être un entraîneur. Mais c'est fini. Un entraîneur professionnel est un manager. Ouais. C'est plus lui qui fait les séances d'entraînement. C'est la gestion humaine, c'est la gestion des conflits, c'est l'organisation, c'est avoir une vision de son équipe. Et nous, je me mets aussi dedans, quand on regarde un match, quand on étudie une conférence de presse, une analyse de l'entraîneur, on s'attend toujours à ce qu'ils nous disent oui, mais lui, comme vous le disiez tout à l'heure, très justement, oui, l'analyse tactique. Mais en fait, l'analyse tactique, lui, déjà d'une, il est jugé sur la performance. Donc, le moyen, dans l'absolu, il s'en fiche. C'est le résultat. Et ce qui m'amène encore un peu plus de crédit, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de résultat. Ils n'ont pas de résultat. Ils ne parlent pas de la manière. Ils parlent pas de dire. Il n'y a pas de manière, c'est pour ça. Il n'y a pas de manière aujourd'hui. C'est ça. Parce que l'année dernière aussi, finalement, il y avait assez peu de manières, mais il y avait des résultats, des victoires un peu étriquées, mais qui ont permis à l'OM, même dans un championnat qui a été arrêté un peu avant son terme, d'arriver à la 2e place. Mais les résultats suffisaient pour ne pas évoquer la manière. Alors donc, ce qui est incroyable, excusez-moi, je finis juste là-dessus, c'est que quand ça marche sur le seul moyen lequel on peut juger un entraîneur la performance, c'est ses résultats. Sauf qu'à un moment donné, on s'intéresse toujours, et moi ça me fait rire, hein, mais après c'est que moi, c'est qu'on analyse toujours la manière. Mais je vous dis honnêtement, on s'en fout de la manière à ce niveau-là. Bien sûr, mais c'est vrai. On s'en fiche. Donc, il y a que le FC Nantes dans les années 90 qui avait une certaine méthodologie qui disait que ça passait par le jeu et peu importe les résultats, mais ça s'explique en début de projet, ça s'explique pas en cours de projet. Si demain une équipe, pas que Marseille, dit bon bah voilà, début d'année il n'y a pas de recrutement d'anciens,
Il n'y a pas de gros transfert. Par contre, on part qu'avec tous les anciens de la réserve ou du centre de formation. Ça va être dur, on va mettre longtemps, mais on va y arriver. Ça s'appelle une méthode. Oui, mais c'est vrai. Mais ça veut dire que quand on recrute Pochettino au PSG et qu'on dit qu'on veut changer le fond de jeu, c'est faux. Alors c'est de la com. Il a raison. Ben oui, c'est ça. Bien sûr. D'accord. Le Pochettino, l'arrivée de Pochettino, c'est changer fondamentalement. Pardon. Non, allez-y. Non, j'allais dire ce que vous disiez, Steve. Là, à mon avis, c'est mon analyse de l'arrivée de Pochettino et peut-être qu'on a commencé à le voir là ce week-end contre Montpellier. Merci. Ouais. C'est un déclic psychologique, c'est de remettre des joueurs qui jouaient plus ou qui étaient dans le doute, les remettre dans un sens positif. Mais quand on va nous dire que Pochettino, il a déjà amené un pressing, un contre-pressing, une possession. Alors pour revenir à l'OM, quand Villas-Boas, 3-5-2, un 3-5-1-1, ça n'a pas de sens. Pour revenir à l'OM, on parlera du PSG, Steve, dans quelques instants, mais pour revenir à l'OM, quand Villas-Boas dit à plusieurs reprises en public, en conférence de presse, moi je mets mon poste à la disposition des décideurs, je peux partir, sachant qu'il avait déjà voulu démissionner, en tout cas quitter l'OM l'été dernier. Est-ce que finalement il fragilise pas aussi un peu ces joueurs dans la mesure où il leur dit finalement je peux partir demain et je pars quand je veux en fait? Non, moi je pense que justement il renforce sa position parce qu'il inverse le pouvoir de décision en disant moi il n'y a pas de souci, si les résultats ne vous vont pas, en termes, il fait passer un message à sa direction en disant si les résultats ne vont pas, mais il n'y a pas de souci, moi je suis à disposition pour qu'on en discute. Donc là au final on va plus lui poser la question à lui, est-ce que vous voulez rester ou vous voulez continuer? On va la poser à qui? On va la poser à Hérault. Ouais. Non, mais Steve a raison, mais ce qui est gênant avec cette com... On va la poser aux entraîneurs. Mais ce qui est gênant avec cette com, c'est qu'il se place, j'ai l'impression qu'il se place au-dessus du club, en disant, mais moi, de toute façon, je suis un grand coach. L'arrange bien. Donc si ça vous va ou pas, si vous voulez, je reste et je continue à vous aider, ce qu'il fait pas, soit je m'en vais. Et ça, c'est insupportable comme discours, en fait. Alex, ça l'arrange bien. Mais pourquoi c'est insupportable? Excusez-moi ce que je veux dire. Non, pourquoi c'est insupportable? Pourquoi c'est insupportable? Moi, je vais vous le dire, parce qu'en France, fondamentalement, on a un réel problème de positionnement, de puissance et de supériorité d'entité de club, puisque ça n'existe pas. Ouais. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Ça n'existe plus, en tout cas. Non, mais ça n'existe plus, mais en tout cas en France. Ouais, mais ce qui est dérangeant, est-ce que vous trouvez ça logique que dans la tribune, excusez-moi, du Vélodrome, une direction accepte, j'ai pas dit pour ou contre le message, accepte le message des supporters, en plus que c'est à huis clos. Mais vous vous rendez compte? Vous êtes dégueulasse. C'est marqué, vous êtes dégueulasse. C'est vrai en même temps. Et quand tu arrives sur le terrain, tu dis, t'es même à l'échauffement, tu dis, bon, tu sais quoi? Et moi, je vous le dis honnêtement, j'en ai plus rien à foutre, je me casse. On est en période de mercato. Mais justement, attends, pousse, ça c'est hyper intéressant. Vous, en tant que joueur pro, ce qu'on n'a pas été sur ce plateau, malheureusement, tout ça. On a essayé, mais bon, on n'a pas réussi. Heureusement pour le foot. Merci. Non, mais ça c'est hyper intéressant. Quand on est joueur pro et qu'on rentre sur le terrain, bon, alors là c'est particulier, il n'y a pas de public, mais est-ce qu'on fait attention à tout ça? Est-ce qu'on fait attention aux banderoles? Bien sûr. C'est vrai? On voit ça, on y porte attention? On dit toujours, mais on y porte attention pourquoi? Parce qu'on dit toujours le 12e homme est important. Alors le 12e homme ou la 12e personne. La deuxième personne. Comme ça, on va pas avoir de problème. Mais ça, c'est que de la préparation mentale. Je vous le dis honnêtement. Mais ça, je l'ai appris, je l'ai compris. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a deux choses, il y a deux paramètres. Il y a les pensées parasites, les pensées négatives. Soit on peut y avoir une incidence, donc c'est nous qui maîtrisons ces pensées négatives et comment on peut les régler, ou c'est des pensées qui arrivent de l'extérieur. Et là, on ne peut pas les maîtriser. Et donc là, c'est bien le constat, la preuve, c'est que des joueurs qui ont l'impression en interne d'être bien focus sur leur objectif, sur le match, avec Villas-Boas, qui, je sais, en plus, c'est un très bon mec, bien posé au niveau du message, mais les joueurs, on peut être préparé comme on veut, on arrive là, il n'y a plus le staff qui est autour de nous. Ouais. On est qu'entre les joueurs, on rentre sur le banc, à l'échauffement, et on voit ça. Mais attends, mais ils nous prennent pour des cons, quoi. On n'a même pas commencé le match. À la limite, que la banderole, elle arrive à la 60e minute, il y a 2-0. À la limite. Mais là, le message est déjà, vous êtes nuls. Vous êtes dégueulasse. Commencer à jouer. Moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour l'Olympique de Marseille parce que je vais faire mon mea culpa aujourd'hui. Je veux dire que Benjamin avait raison. Marseille n'est plus un grand club. Il faut enregistrer ça. Non, mais c'est vrai. Ça. Marseille n'est plus un grand club. Marseille n'attire plus les grands joueurs, n'attire plus les grands coachs. Je le pensais pas, vraiment. Mais là, quand je te l'ai dit pourtant. Ouais, mais je sais. Mais quand tu vois que là, vous allez un peu vite en besogne, messieurs. Mais je vous laisse parler. Si, parce que quand tu regardes, quand tu vois que Villas-Boas va peut-être partir et que Valverde ne veut pas venir, il préfère rester dans son club aujourd'hui.
Farid Boulaya qui a dit qu'il préférait terminer la saison à l'OM. Dia pareil dehors. Ceci dit, tu te dis quand même. de Marseille a quand même fait signer Milic qui était. Non, mais là, il n'a pas joué depuis 6 mois. Il n'a pas joué depuis 6 mois. Attends, ça c'est un bon point. Tu dis Valverde. On va encore nous. Et Steve parlait des entraîneurs français tout à l'heure. On va encore. Donc, si Villas-Boas s'en va, on va encore aller nous chercher un entraîneur étranger qui n'a rien fait à l'étranger. Si, Valverde quand même. Mais il a beaucoup réussi dans les grands clubs où il est passé, ouais. Attends, pourquoi est-ce qu'on ne va pas. Il a été champion d'Espagne. D'accord. Pourquoi est-ce que. On va te répondre simplement que le directeur sportif est espagnol et qu'il a des raisons en Espagne. Eh bien, donc, c'est bien ce que j'ai dit la semaine dernière. Si on peut passer un replay de ma propre intervention la semaine dernière. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de direction sportive. Quand tu as compris, quand le club comprendra que ça n'est plus un grand club français, il faut accepter que tu es un club français moyen et donc construire là-dessus avec des jeunes, avec des centres de formation, avec un centre de formation fort, avec les meilleurs joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Tu construis. Pourquoi et une fois que tu passes ce palier, l'OM n'irait pas chercher un grand coach étranger? Alors peut-être pas. Tu l'as fait là. Mais ils l'ont fait. T'as ramené. L'OM s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Ouais. Mais d'accord, mais non, mais attends, là où tu te trompes, Steve. Nadjar passe évident, c'est que quand tu construis, je veux dire, tu dois pas arriver en haut et redescendre en fait. Quand tu construis, c'est pour maintenir le club en haut. Sur la durée. Voilà, donc tu vas nous dire Bielsa et Garcia aussi d'ailleurs qui a été vraiment moqué le pauvre. Bah, je suis désolé. En tout cas, Villas-Boas, c'est pas mieux. Alors justement, puisque vous parlez des entraîneurs marseillais du passé, quelques chiffres. Villas-Boas a désormais l'une des plus mauvaises moyennes de points par match dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Pour les entraîneurs, évidemment, il a en disputé au moins 40 matchs. Le premier à ce classement, c'est Marcelo Bielsa. 51,2% de victoire sur plus de 40 matchs, suivi par Deschamps et Guéretz. Villas-Boas arrive à la 5e place avec 46,7% de victoire, juste devant Elie Boep. À votre avis, est-ce que Villas-Boas peut quitter l'OM avant la fin de la saison? Oui. Ah bah oui, clairement. Alex. Clairement, je pense qu'il peut partir. Après, un petit tour de table d'abord. Oui. Alex, clairement. oui. Benjamin? Ouais, bien sûr. Non, mais Steve Savidan? Oui. Vous êtes tous les trois d'accord. Il peut être limogé avant la fin du championnat. Ce qui sera intéressant de demander à Steve, c'est en tant que joueur, comment est-ce qu'on prend comme ça en cours de saison un entraîneur qui se fait virer, t'envoies un autre qui débarque. Comment, en tant que joueur, tu reçois un peu ce message? Est-ce que ça peut rebattre les cartes finalement? En fait, ce qui se passe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on en parlait, c'est est-ce que le club est plus fort? C'est est-ce que le club est plus fort qu'un joueur et au-dessus, et c'est ce qu'on voit à l'étranger. Est-ce qu'un club est plus fort qu'un entraîneur? C'est ce qu'on voit à l'étranger. Ou la seule perspective éventuellement qu'on voit ça en France, c'est à Lyon. En fait, à l'OM, vous pouvez changer toutes les personnes que vous voulez. Il n'y a pas réelle stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Vous parlez d'une entité club, à part avoir une stratégie avec ses supporters depuis 40 ans, quand vous parlez de grand club, parce que si on définit un grand club par rapport à ses trophées, ok, ça peut, mais c'est du passé. Est-ce qu'on l'a défini par rapport à ses supporters? Oui, c'est un grand club, il y a une ferveur autour de ce club-là. Mais aujourd'hui, le projet, c'était quoi? Le Champion Project. Ok. On a rigolé, hein. On a rigolé quand ça est sorti, parce que ça a eu du mal à se mettre en route. Au final, ils y sont arrivés en Ligue des Champions. Mais c'est Alex qui disait tout à l'heure, comment on fait pour rester à un certain niveau? Mais il n'y a que les investissements. Vous pouvez arriver à un certain niveau. Alors, une année, vous allez pouvoir y arriver parce que j'allais dire, c'était le bon moment, les planètes sont alignées. Mais en général, c'est parce que vous avez les meilleurs joueurs. Et aujourd'hui, ce qui explique le mauvais ratio point de l'OM, pas que de Villas-Boas, mais c'est que tous les autres avaient des top players du championnat de France. Mais aujourd'hui aussi, Steve, il y a des top players. Arrête, Alex, arrêtez. Quoi? Qui sont les top players? Tovin, c'est un top player. Si tu veux. Il veut se barrer, Tovin. Et il est en fin de contrat. Non, mais là, il veut partir maintenant. Là. Cet après-midi, il dit qu'il veut partir maintenant. Mandanda, c'est un top player, c'est un super gardien. Non, mais honnêtement. C'est un très bon gardien, d'accord. C'est un bon gardien. Alvaro González, à la base, c'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur de Ligue 1. Je suis désolé. Kaleta Tsar, c'est un bon défenseur. D'accord. Allez, on va dire oui. On arrête tout. Non, mais Boubacar Camara, c'est un bon défenseur, un bon milieu. Gay au milieu de terrain. Il y a des bons joueurs. Il a 21 ans, il vient d'arriver. C'est pas sur lui que tu vas construire un projet. C'est pas suffisant. C'est l'OM, c'est pas suffisant. Sur un effectif de 20 joueurs, sur un effectif de 20 joueurs, c'est vrai. Est-ce que tu arrives à dépasser plus de la moitié de top players? Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que l'effectif est trop court. Est-ce que tu arrives à dépasser un quart de l'effectif?
Certainement. Mais il y a 4 joueurs. Mais non, mais Steve a raison, il y a 4 joueurs. Voilà, t'as parlé de Thauvin, mais c'est en fait, encore une fois, t'es dans la théorie, Alex Darmon. En fait, Thauvin, oui, c'est un bon joueur, mais encore une fois, en théorie, sur le terrain. Non, mais laissez-moi finir, bon sang, laissez-moi parler dans cette émission. Et en théorie, là, contre Monaco, il fait 10 bonnes minutes. Et d'ailleurs, c'est les 10 meilleures minutes du match, c'est quand Thauvin est bon, parce que c'est lui qui, sur le côté, amène des ballons dans l'axe. Voilà. Ok, et après, il s'éteint. Donc c'est pas un joueur qui va non plus te permettre de porter l'équipe. Mais pourquoi il y a un contexte. Voilà, pourquoi il s'éteint? L'OM lui a proposé une prolongation de contrat qui contractuellement lui plaît pas beaucoup. On parle de 2,5 millions annuels, alors que selon l'équipe, il en attendrait 4. Bon, et ben finalement, il se dit que l'OM compte pas sur lui pour être le cadre numéro 1 de l'année prochaine de l'Olympique de Marseille. Ouais. C'est pas qu'il Donc faut partir alors. Oui, c'est qu'ils peuvent pas mettre plus. C'est tout, ils peuvent pas mettre plus. Mais ça, et moi, je m'inscris en faux parce que j'ai été, et je sais pas comment je réagirais à aujourd'hui quand on voit le contexte global du foot, en tout cas français, pas européen ni mondial, mais quand on voit que le château de cartes est en train de s'écrouler, et au niveau économique, je dis pas que les joueurs doivent faire des efforts, c'est pas du tout ça. Mais quand on voit qu'à Caen, en Ligue 2, plan de restructuration interne financier, 25 personnes, c'est pas les joueurs qui vont partir, c'est pas l'entraîneur, c'est pas le directeur sportif. C'est la secrétaire, c'est l'intendant. Et aujourd'hui, il y a un contexte global qui est compliqué. Moi, je ne juge pas le salaire des joueurs. Mais quand, à 400 000 euros, on propose, donc ça fait 4 millions, on va dire, sur l'année, un peu plus de 4 millions. Mais quand on te propose 2 millions pour une prolongation de contrat, et que toi, tu estimes que tu peux avoir mieux ailleurs, ou en tout cas, voire identique, bah, tu refuses. Ah, mais c'est clair. Donc, en fait, t'as plus envie de faire. C'est pas que t'as plus envie de faire. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Parce que le club n'est pas assez fort. T'es un peu démobilisé, c'est ça. Concrètement, mentalement, t'es un peu démobilisé. Ouais, mais c'est grave. C'est un peu l'impression qu'on a en voyant Payet. Payet, qui est dans une autre situation contractuelle, mais c'est aussi ce qu'on voit. Mais Payet, c'est catastrophique depuis quand? Depuis sa fameuse prolongation à vie de contrat. Donc, mais en fait, voilà, Steve parlait d'argent. Il a raison, parce que c'est quand même le nerf de la guerre dans un club de foot, surtout aujourd'hui. Mais l'argent à l'OM, qu'on arrête de nous dire il n'y a plus d'argent à l'OM, je supporte plus ce discours. Il est juste mal utilisé, en fait. Quand tu vois le contrat que tu re-signes à Payet, quand tu vois l'argent que tu as donné à Strootman pendant des années. Payet, c'était pour lycée, c'est les dernières années de contrat qu'il avait. D'accord, à voir si c'était justifié. La preuve que non, en tout cas, tu t'es trompé vu ce qu'il donne maintenant aujourd'hui. Regarde le salaire que tu donnes à Benedetto qui ne fait absolument rien. Regarde les joueurs que tu as recrutés dernièrement, le salaire que tu leur donnes. Utilisez l'argent autrement. Je sais pas, il y a Kawi qui est... C'est pas pour lui taper dessus. Il y a Kawi qui est rentré là en remplaçant à Monaco. C'est certainement pas le plus gros salaire du club. Bien sûr que non, bien sûr que non. Tu laisses partir Morgan Sanson, qui est quand même un très bon joueur, moi je trouve. Enfin, quand t'as pas beaucoup de joueurs. Mais parce que l'OM a besoin de cet argent. Mais donc Benjamin a raison. Partir à 15-17 millions. Et depuis, attends, je regardais la dernière fois un reportage sur les attaquants de l'OM depuis Bafetimbi, Gomis. Gomis qu'ils ont refusé de renouveler. Non, mais parce que soi-disant c'était trop cher. Depuis, ils ont recruté qui? Ils ont recruté Germain, ils ont recruté Mitroglou, qui quitte l'OM. Balotelli qui a fait quelques mois, et là, ça y est, Milic est arrivé. Mais Milic, encore une fois, il y a un problème de recrutement. Oui, Steve si je peux me permettre, il y a quand même une petite cabale parce que t'as dit un petit peu sur. Moi, en tout cas, je m'inscris en faux. Germain, ça a peut-être été dans tous ces derniers attaquants l'un des meilleurs recrues. Complètement d'accord. Alors complètement d'accord. Mais Steve, on lui fait pas confiance. On lui fait pas confiance à Germain. Il lui fait pas confiance le coach. C'est pas qu'on lui fait pas confiance, c'est que c'est pas. Alors, c'est pas beau de faire confiance à Valère Germain. Je dis beau dans sa forme, parce qu'il est pas rock'n'roll, il est pas rebelle. Je suis complètement d'accord, c'est vrai. C'est aussi Steve Savidan. On pourrait aussi vous faire remarquer que Germain était excellent à la fois à Nice et à Monaco lorsqu'il tournait autour d'une pointe dans un 4-4-2. Est-ce que finalement, il faudrait que cet OM-là évolue? Avec Marseille, c'est un bon joueur. Il a fait des bons matchs à Marseille. Est-ce qu'il faudrait que l'OM évolue désormais en 4-4-2 avec, par exemple, Milic à côté de Benedetto ou à côté de Germain? Est-ce que la solution ne peut pas venir de la tactique aussi? Je pense que Marseille, il faut qu'ils arrêtent de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire un club qui pourra éventuellement finir absolument avec certitude dans les 3 premiers, mais c'est un club qui peut finir dans les 10 premiers. Parce qu'à un moment donné, de vendre du rêve, tu peux créer beaucoup plus de déçus qu'en disant la vérité. Et aujourd'hui, ils n'affichent pas une certaine vérité. Ils n'ont pas la capacité financière de recruter des grands joueurs. Ils n'ont pas la capacité, donc joueurs, de faire des très bons résultats sur du très long terme. Et on n'est qu'en France. Ouais. Bah, on n'est qu'en France. Donc, moi, je suis désolé, l'OM gagnerait
à être beaucoup plus humbles et honnêtes envers leur projet et ne pas afficher quelque chose qu'ils ne pourront pas mais dire. ça la Alors, fout vous allez mal, dire, oui, Steve. il faut faire des choses de gros. T'as raison, Eh ben Steve, non. mais ça Moi, la fout mal ouais. quand t'as un club comme l'Olympique de Marseille de devoir être beaucoup plus par rapport aux supporters, par rapport aux. Mais je suis d'accord avec toi. Mais par rapport aux supporters, tu peux pas dire on va jouer les 10 premières places. C'est pas Et possible. pour terminer sur l'OM, une nouvelle statistique, l'OM cette année, messieurs, c'est 12 défaites en 25 matchs. 45% de matchs qui se terminent avec 0 points. Pour trouver pire, il faut remonter à l'an 2000. À l'époque, l'entraîneur s'appelait Abel Braga. Après maintenant, voilà, je dois réfléchir sur ce que je veux faire. Parce que c'est pas juste re-signer pour re-signer. C'est vraiment s'inscrire sur un projet sur la longue durée. Donc ça demande une réflexion, je pense. Kylian Mbappé qui évoque son avenir à l'issue du match contre Montpellier au micro de Canal+. Belle victoire des Parisiens vendredi soir contre le club héroltais, 4-0. Des Montpelliérains réduits rapidement à 10 après l'expulsion de leur gardien Jonas Homelin. Comment vous avez trouvé ce PSG avec beaucoup plus d'allant offensivement, ces 4 fantastiques, Clairement. Benjamin Non, mais quand Alex le carré magique, le vrai cette fois, fonctionne, il y a pas de débat, il y a pas de sujet. Et moi je voudrais intégrer dans ce fameux carré magique les deux défensifs de derrière et surtout Paredes qui est en train de prendre une dimension mais complètement dingue. Il a un volume de jeu incroyable, il a des passes qui cassent les lignes, c'est dingue, voire autant que Verratti. Donc, beaucoup plus calme qu'avant, beaucoup plus calme. Moi j'avais peur quand il touchait le ballon. Super joueur. Tu prennes un carton rouge et là, écoute, je l'ai pris dans mon équipe MPG et je peux te dire que là, enfin franchement, on voit la différence. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus calme, il est là, il posait, il fait des passes lumineuses. Et tactiquement, c'était hyper intéressant le jeu du PSG contre Montpellier. Il y avait les deux devant qui étaient Mbappé et Icardi du coup, et c'est vrai que c'est très intéressant. Très 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 bien. C'est super intéressant de les voir tous les deux devant parce que je sais pas, ils arrivent bien à combiner. Icardi est hyper présent dans le jeu. Pour la première fois peut-être au PSG, on a l'impression qu'Icardi est intégré au plan de jeu des attaquants, c'est-à-dire que depuis longtemps, Neymar et Mbappé ont l'habitude de jouer quasiment seuls. Il trouvait assez peu Icardi et finalement Icardi désormais fait des passes décisives. On lui fait des passes décisives. Il bouge beaucoup Icardi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il bouge beaucoup dans la surface. Il est toujours en mouvement. On le voit d'ailleurs vendredi soir sur la passe, comment il se recule, comment il voit arriver le ballon pour le prendre derrière. C'est-à-dire qu'il a un bon jeu de mouvement. Le PSG, moi je trouve, il n'y a pas d'effet Pochettino, faut pas rêver. En tout cas, je les trouve plus sereins. Vraiment, plus sereins dans leur jeu. Di Maria revient tout doucement et Mbappé, on en parlait la semaine dernière. Quand il a envie de jouer, ce mec, il est super fort, quoi, super fort. C'est sûr. Non, mais c'est un mot peut-être aussi sur Neymar, qui a fait aussi livré une très belle prestation. Neymar, magnifique, quand il a envie, il n'y a pas de problème. Et là, il a envie en ce moment. Il joue entre les lignes. C'est ça qui était très intéressant tactiquement. C'était Icardi et Mbappé vraiment devant. Et après, t'avais Neymar et Di Maria qui étaient entre les lignes. Avec Di Maria un peu plus recentré que d'habitude, entre les lignes, Neymar justement. Qui était à gauche, mais toujours entre les lignes, entre les milieux de terrain et les attaquants. C'est insaisissable. Et je le trouve bon esprit. Et quand t'as la qualité de passe derrière de Paredes et de Verratti face au jeu, je sais pas si c'est un effet Pochettino, mais en tout cas, je le trouve bon esprit, Neymar. Je le trouve moins même contre Angers, moins dans la parlotte. Il est là, il joue son football. Beaucoup plus de repli défensif aussi, ce qu'on n'a pas eu forcément de voir faire. C'est le début de Pochettino. Steve Savidan, qu'est-ce que vous avez pensé de ce PSG vendredi soir contre Montpellier? Ils ont trouvé la bonne nounou. Ça y est. C'est tout. Ouais, peut-être. Ils ont les joueurs du PSG avaient décidé de ne plus avoir Tourelle, donc le club l'a fait. Ce qui a une tendance sud-américaine pour les joueurs en termes de langage, en termes d'attitude, de respect aussi. Et ça correspond parfaitement. Alors aujourd'hui, les joueurs sont meilleurs. Ils l'étaient avant, sauf que ils communiquaient moins. On parle d'attitude. On n'a parlé que d'attitude déjà. On n'a pas parlé fondamentalement, parce qu'à la limite, celui qui a changé fondamentalement un peu son jeu, c'est Mbappé. Là, on sent qu'il y a une petite progression parce qu'il y a eu un déclencheur. Mais sinon, tous les autres étaient très bons, mais ils n'étaient pas bons ensemble. Donc peut-être que le discours simplement et l'attitude de Pochettino, valorise les joueurs et les rassure et leur fait peut-être moins peur. Un Allemand austère, strict, et peut-être psychorigide leur faisait peur et leur l'allait pas du tout. Aujourd'hui, un Latin sud-américain leur fait plus plaisir. Justement, j'ai une question, Steve. Je me rappelle plus exactement. T'as joué contre Pochettino, toi, ou pas du tout? Ouais. Et comment il était sur le terrain? Il était au marquage alors? Je m'en rappelle plus. Je crois qu'il avait regardé que mon numéro, moi, derrière. T'as déjà marqué contre le PSG, Steve? Ouais, j'ai déjà marqué au parc, ouais. C'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau.
Quand t'as un entraîneur qui s'appelle Antoine Camboiré Ouais. et t'arrives au parc, si tu veux, tu parles pas très foot là. Tu parles simplement de résultats. Tu veux vraiment faire plaisir à ton entraîneur. Ah, d'accord. Ah, c'est sûr. Paris qui est co-leader du championnat, égalité de points avec Lille qui a battu Rennes hier après-midi. Lyon est derrière avec 2 points de moins. Les Lyonnais qui ont littéralement marché sur Saint-Etienne hier Quel soir. drame. Au Il n'y avait pas de stade match. Hein. Il y a Geoffroy Guichard, 5-0, deuxième Manita en 4 ans. 3 équipes qui se tiennent donc en 2 points après 21 journées. Ça fait assez longtemps que ça n'était pas arrivé. Ce matin, vous avez peut-être lu l'édito de Vincent Duluc dans l'équipe qu'on a retrouvé avec plaisir ce week-end. L'année dernière, Paris avait, après 21 matchs, 10 points d'avance sur le deuxième qui était l'OM et 15 sur le troisième qui était Rennes. Il y a 2 ans, c'était pire encore avec 19 points d'avance sur le deuxième qui était Lille. Pour une fois, on a une Ligue 1 qui est assez serrée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît tout à fait salutaire ? Ouais, c'est très bien, mais je pense que, à mon avis, la seule équipe qui peut tenir jusqu'au bout, c'est Lyon. Ouais. Lille, c'est. Pas Lille ? Je crois C'est pas. très efficace. À cause Je de crois quoi ? pas. De la Je sais faute pas. de- Je sais pas. Je peux pas te donner Ah ok, d'explication c'est... rationnelle. D'accord, Non, aucun mais- argument. T'as pas d'argument, quoi. Je crois que c'est très bien. Non, mais j'ai vu le match hier, Rennes-Lille. Bon, il marque sur un fait de jeu et une mauvaise relance Très efficace. de Salin. C'est efficace. Derrière, ils tiennent. Mais Lyon, c'est un autre niveau. Il y a un vrai jeu vers l'avant. Même si hier, ils ont joué contre personne, en fait. Ça, c'est un drame. Avec, Saint-Etienne. 10 Saint-Etienne, c'est un drame. 10 absents hier à J'ai Saint-Etienne, hein. pas compris ce qui s'est passé. Quand tu regardes le banc, t'as Bouanga, t'as Boudbouz sur le banc. Ils étaient pas covidés, hein, ils étaient là. Je Quand tu comprends vois le match pas. d'Amouma aussi. Je comprends pas pourquoi tu fais jouer 2-3 joueurs qui ont même pas leur nom sur le maillot. C'est vrai que là, pour moi, c'est un mystère Saint-Etienne. Mais en tout cas, en termes de jeu, Lyon, c'est à mon avis beaucoup plus fort que Lille et ça pourra tenir le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. Ouais. Et on va écouter tout de suite Rudy Garcia. Je pense qu'on a été très bon dans le pressing haut, la position haute de l'équipe, l'ambition d'empêcher Saint-Etienne de développer du jeu, de repartir de derrière. On a été constant tout au long du match. 5-0 sans avoir Paqueta au milieu. Ouais, pardon, mais c'est quand même une super revanche pour ce Rudy Garcia quand même. Moi, franchement, je suis assez content pour lui. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Mais c'est un c'est- super coach. Non, hein, mais de toute c'est un façon. super coach, mais quand il est arrivé à Lyon, quand il il est est parti de parti déjà à Marseille, l'OL, il est il s'est parti, fait démonter par tout le monde. Quand il est arrivé à l'OL, personne ne pouvait le supporter, y compris dans son propre club. Ouais, les Et supporters. là, le mec, il est en train de faire une saison exceptionnelle avec un jeu incroyable. Et il y a des vrais choix, en fait. Parce que quand il est avant, il y avait Dembélé qui était titulaire. C'est lui qui a mis Kadewere en avant et c'est devenu un joueur incroyable. Donc il y a des vrais choix de coach. Et Ils ont un banc. Et Ils donc ont un bravo banc, à lui, Lyon. quoi. Lyon a un banc cette Il année. faut le qui mettre peut- à son crédit. Faut Ouais, le mais mettre t'as à son raison. crédit. Et puis ils ont un banc, ils sont bien Et gérés. puis ils ont un milieu extraordinaire. Ah bah bien sûr. Ouais. Guimarães hier qui fait aussi une très belle Guimarães qui prestation. fait une Je très disais belle- pas de et Paqueta Paqueta hier, et pas d'Aouar. hier, Il y avait pas d'Aouar hier, et ils nous Et sortent Guimarães a à fait nouveau un très bon jeu. Guimarães. On avait Maxime Cacré qui est revenu, Ouais, qui a fait très un bon super aussi, ouais. match. Ouais. Steve Savidan, est-ce que Lyon a le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 cette année ? Déjà, avait le meilleur milieu de terrain par rapport à Saint-Etienne. Déjà, c'est déjà quand même pas mal. Ouais, ça, c'était C'était pas Pour forcément très revenir sur la difficile hein, performance hier. d'hier. Non, mais après, il faut remettre aussi, juste pour revenir sur la performance d'hier, faut juste mettre à la ligne de crédit que l'équipe d'en face, Saint-Etienne, n'était pas à un niveau de performance. Alors, ça n'enlève rien à la victoire. Je dis pas qu'ils auraient pu gagner, même si Saint-Etienne avait été à bloc. Mais on connaît les problèmes qu'il y a eu cette semaine pour Saint-Etienne d'aligner une équipe performante à ce niveau de performance. Ça a été compliqué. La deuxième chose, c'est Lyon. Lyon, enfin, un club qui, comment je pourrais dire, qui a une réelle stratégie en France en termes de formation, d'investissement, de choix stratégiques, économiques, et puis qui mettent en plus un coach, un manager qui a une équipe derrière lui complète, performante. Et en fait, ça nous paraît comme maintenant une évidence que Lyon ait des résultats. Mais c'est parce qu'au final, il y a une clarté totale. Il y a une clarté dans les choix, vous en parliez, les choix du club. On entend un peu moins quand même parler le président. Un peu moins, je dis bien. Un peu Oui, moins, c'est c'est vrai. déjà... Avec c'est Juninho beaucoup. qui a davantage en avant. C'est vrai, Ouais. ça. Ouais. Même si ça avait assez Qui est mal beaucoup démarré plus l'année stable. dernière, il faut quand même le rappeler. Avec le flop de Silvino, c'était quand même pas mal. Ouais. Voilà. Mais au final, on se dit... au final, non. En fait, c'est simplement cohérent, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, que Lyon ait des performances, c'est très bien. Et c'est totalement logique. C'est quand même le club qui est le plus stable. Je parle pas qu'au niveau des joueurs ni des entraîneurs, mais qui ait une vraie cohérence de club. C'est une entreprise, J'aurais- c'est une j'aurais- structure, t'as raison. Très cohérent. J'aurais bien aimé les voir en Ligue des Champions cette année quand même. Franchement, Ouais, ça aurait été très intéressant de les voir. Moi, je pense très que intéressant. Moi, ce qui sera sans doute très intéressant, honnêtement, alors je prolonge même ta pensée, c'est que là, ils sont en train de préparer une saison pour l'année prochaine, et je leur souhaite d'être en Ligue des Champions. Ouais. Mais l'année prochaine, je peux dire honnêtement,
ils vont faire. Je touche du bois. C'est pas par rapport au fait que ce soit un club français, c'est parce que j'encourage moi la stabilité, comment dire, la chose cohérente, la performance cohérente. Bah, Lyon est en train déjà de préparer sa saison prochaine. Ouais, mais quand tu vois qu'ils C'est vont laisser, indéniable. t'as raison, mais quand ils vont laisser partir Depay à la fin de saison gratuitement et qu'il va aller falloir chercher un joueur top player. Il n'est pas parti de paille. Il n'est pas parti de paille. Franchement, c'est ce Ouais, qu'ils mais en auraient même mieux à temps- faire, mais c'est en de le même prolonger. temps- C'est de le prolonger. C'est vrai, mais en même temps, tu vois que d'autres joueurs C'est ça, arriver. exactement. Paqueta, Comme le- c'est Oui, mais en probablement attaque, la meilleure même en recrue de attaque. cette saison. Mais c'est D'accord, ça, ils vont peut-être c'est en ça qui trouver est, un. c'est ça qui est cohérent avec Lyon. Et Lyon, si tu prends l'histoire de Lyon, si tu prends la liste des joueurs top players qu'ils ont laissé partir, mais la liste elle est trop longue. Mais Contre, néanmoins, Oui, mais- et oui, je mais mets une juste indemnité contre une indemnité indemnité. transfert. Là, il y en Ce aura sera pas, pas le cas, Alex. là. bien Là, sûr, il y en mais aura ils avaient pas. toujours 2 coups d'avance. Ils ont toujours eu 3 coups d'avance dans l'ensemble de formation, en Ligue 2. Kadewere, il le recrute au Havre. Les amis, Depay, c'est quand même le mec qui porte l'équipe aujourd'hui. Oui, oui, oui. D'accord. Depay, c'était un D'accord. pari. Au moment où il Aujourd'hui, il est arrive, capitaine. il Il va était rien. partir en Depay, fin de hein. saison. Steve Savidan, Il le relance. Alex, Ouais. juste pour prolonger ce que tu dis, en fait, qu'il parte ou qu'il reste, ça ne sera pas négatif. Parce que s'il part, ça sera sans doute pour mieux en termes de club, au niveau élite. Et c'est un club, tout à l'heure on parlait d'attractivité. Lyon est un club attractif pour des top players. Ouais. Parce que c'est un vrai club qui est cohérent. Et moi je le dis comme ça, soit ils ont déjà ça en interne, avec un petit jeune qui va faire monter, qui fera la maille, parce qu'il y a déjà quand même des mecs qui peuvent être là. sachant qu'ils ont vendu Plus- pas mal d'espoir ces dernières années, notamment à Monaco et à Nice. Et ils peuvent être attractifs pour un top player. Parce que n'oubliez pas, c'est la Ligue des Champions, c'est pas le même calibre que de recruter des mecs pour jouer en Ligue 1 et se qualifier en Ligue des Champions. Là, c'est pour jouer en Ligue des Champions. Et puis c'est une équipe, et on va terminer avec ça pour Lyon, que c'est une équipe qui progresse, puisque hier, les Lyonnais ont marqué 4 buts sur coup de pied arrêté. Un chiffre incroyable. Ils n'avaient plus marqué sur coup de pied arrêté depuis la première journée de la saison 2019-2020, soit 267 corners sans but. Ouais, mais parce qu'ils ont des C'est joueurs. pas mal cette stat, non? Ah, pas mal celle-là. Je Il sais a- même il a- pas quoi il a dire. bossé. Je peux même pas la commenter. C'est lui qui a compté ouais. tout ça. Mais c'est parce qu'ils ont des joueurs devant qui sont très mobiles et que moi je pense que ça va finir par payer. Non, mais est-ce que ça ne peut pas être justement une arme supplémentaire? On a vu Monaco par exemple Si, qui mais après, marque hier- énormément, non, mais attends. mais ouais. qui Hier marque devant énormément sur coup de Saint-Étienne. pied arrêté. Hier devant Saint-Etienne. Il veut donner de la consistance à ses stats. Non, mais je suis vas-y. désolé, devant Saint-Etienne, on peut dire la vérité, c'est qu'il y a un vrai problème en défense, comme disait dans le 3-0. Il y a un problème en défense, il y a un problème de gardien. Moulin, je suis désolé, mais c'est Puel qui s'est arc-bouté sur Moulin et Caviré Ruffier. Mais avec tout le respect que j'ai pour ce joueur qui est très sympathique, il n'a pas le niveau de la Ligue 1. Il n'a pas le niveau de la Ligue 1. Quand tu laisses partir, c'est aussi le naufrage hier de Claude Puel. Tu laisses partir Fofana au dernier moment de ton équipe, qui est quand même un joueur défensif. Il ne voulait monstrueux. pas, il voulait le garder. Hein. Oui, il voulait le garder, mais il le laisse partir finalement 2 jours avant. Donc il n'a même pas le temps de le remplacer. Il n'a pas eu le choix. Peut-être qu'il n'a pas eu le choix, mais il aurait peut-être dû le laisser partir avant, plus tôt, pour pouvoir préparer sa transition. Hier, ce que je ne comprends pas, parce que Claude Puel est un entraîneur formidable, là, c'est un peu hier son échec, hier soir. Alors, les joueurs qui sont pas là pour la Covid, ok, il n'y a pas que ça. Il y a pas que Messieurs, 1 minute sur Nantes. Nouvelle défaite des Nantais hier, 2-0 Première contre. défaite, Et première défaite de Domenech. Franchement, ils sont pas vernis. Moi, j'ai vu le match Metz-Nantes. Ça doit pas être le cas de tout le monde ici. Mais franchement, C'est Metz-Nantes. un US là hier après-midi. J'ai pas vu tout le match, j'avoue. Non, mais franchement, ils sont pas vernis. Sincèrement, ils sont pas vernis. Ils ont un but refusé. Ils ont une action Enfin, hors jeu 0 qui est tir cadré sur 8 tentatives. Ouais, non, mais ils ont 2 actions. Je sais plus s'il y a même un but refusé, je crois, ou une action vraiment hors jeu limite. Ils sont pas vernis. Et après, si on peut parler de Metz aussi à l'envers, qui est 7-8e, je crois, au classement, c'est vraiment ça, un club 8e. intéressant. Antonetti, c'est un super coach. Ils Voilà. ont perdu Diallo en début de saison, Et qui ils ont était leur meilleur ils buteur. ont énormément de blessés. T'as Open Guet qui est blessé, t'as Nian qui est blessé. L'autre attaquant aussi. Et pareil, il renverse la vapeur avec Boulaya, il est excellent. Et c'est un joueur c'est un club qui a un centre de formation et qui sait le faire travailler, qui renforce par des gars beaucoup plus expérimentés comme le gardien Oukidja, comme le capitaine. Excellent gardien. Excellent Comme gardien. le capitaine John Boy. Donc moi j'adore ces clubs qui savent construire, qui savent qui ils sont, ils construisent sur un centre de formation. Donc bravo à Metz et Nantes, ils vont se maintenir, je pense. Messieurs, on va parler du mercato maintenant. Ah, j'allais parler de Nantes. Alors Steve Juste Savidan, vite fait, pardon, Steve. oui. Domenech, un coach parce connu, que le match- Steve. Tu as connu. Oui, mais surtout, c'est parce que j'ai été aussi un des rares téléspectateurs aussi un peu regardé le match hier. Ah bravo, Et c'est donc, c'est pour ça que je il y peux avait parler. nous deux, c'est tout. En fait, juste très brièvement, en fait, on voit très bien l'attitude entre une équipe qui veut éviter de prendre des buts et puis une autre équipe qui va tout faire pour en marquer. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Tout est dit. Est-ce que Steve Savidan, est-ce que vous pensiez que Raymond Domenech, l'arrivée de Raymond Domenech allait apporter quelque chose aux Nantais, leur permettre de se remettre un peu d'équerre?
C'est pour rebondir ce que disait Alex tout à l'heure, ou rejoindre ce que disait Alex. Est-ce que le changement d'entraîneur, peu importe quel entraîneur, a le choc psychologique tellement avéré ça existe, ça, et prouvé? Quand on a un joueur pro, ça existe. Oui. Ouais. Bien sûr, ça peut exister, mais ça n'existe pas, ça n'explique pas tout. Quand il y a un mal profond, c'est un psychologue qu'il faut, c'est même pas un préparateur mental. C'est tout. Il faut changer peut-être même carrément. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que Raymond Domenech est arrivé là-bas avec toute modestie, mais surtout avec une modestie de rétablir des résultats positifs qui passent par des matchs nuls. Il l'a affiché d'entrée. Je rejoins Steve, j'ai adoré sa première conférence de presse. J'ai adoré quand il a dit, théoricien du football, je sais que tu adores ça, Steve. Le journaliste de l'équipe lui a dit, c'était peut-être toi, non, je sais pas, le journaliste lui a dit comment vous allez jouer 4-4-2, 4-2-3-1, 5-3-2-1. Il a dit, écoutez, je pourrais vous dire, j'ai envie de jouer comme Guardiola. Je viens d'arriver à Nantes, je vais d'abord regarder ce que j'ai sous la main. J'ai pas les joueurs de Guardiola. Non mais c'est intéressant de dire ça. On attend tous de dire, je vais jouer en 4-2-3 avec un contre-pressing qui part de la gauche avec des ailiers dans l'axe, c'est insupportable. Juste, moi j'ai une question pour Steve, justement, puisqu'on parlait de Raymond Domenech. Je crois que c'est lui qui t'a sélectionné en équipe de France. On va en parler, attends. Autant pour moi. On va parler dans quelques secondes. Mais si on va parler maintenant du mercato, vous êtes les directeurs sportifs des clubs dont on va parler maintenant. Vous nous dites si vous signez ou pas. Le Paris Saint-Germain aurait proposé un contrat de 3 ans. 15 millions d'euros par saison à Sergio Ramos, 34 ans, le défenseur et capitaine du Real Madrid, 178 sélections. Il est en fin de contrat en juin. On signe ou pas? Pas du tout. Pas du tout non plus. Non merci. Non merci. Benjamin, Steve. Ça dépend pourquoi. Pour jouer, non. Pour des photos, peut-être. Au minimum. Pour les photos, pour être beau gosse en costard. Pourquoi, messieurs, en quelques secondes, pourquoi chacun, pourquoi non? Pas du tout, parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui a déjà une histoire ailleurs. On a besoin de construire. On a Marquinhos qui est notre taulier derrière. Il faut qu'on construise avec des jeunes, et je crois qu'il faut qu'on le fasse parce qu'à mon avis, Diallo c'est insuffisant. C'est quand même très fort, Ramos. Hein. Ouais, mais t'as laissé pas du tout besoin de Ramos, ni ne me pose même pas la question sur Messi. C'est pareil, je te dirais non. Non, ça je suis pas d'accord. T'as laissé partir Thiago Silva. Pourquoi tu vas recruter Ramos? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il te manque Thiago Silva maintenant? Non, mais j'ai pas dit qu'il me manquait. Tu l'as laissé partir. Pourquoi tu vas recruter un mec du même âge? Je suis dans la cabine. Il y a quand même une différence, Alex. Il y a quand même une différence. Là, tu mets quand même deux grands monsieur. Tu mets quand même une différence entre quelqu'un. Alors, tu choisiras lequel tu voudras. Je mettrai pas de prénom. Entre quelqu'un qui est habitué à gagner, et l'autre qui est habitué à perdre. Tu parles de Thiago Silva là? Bah oui. Ah mais qu'est-ce qu'on est dur. En tout cas, qu'est-ce qu'on est dur. Il y a un des deux qui a gagné beaucoup plus de Ligue des Champions que l'autre. Qu'est-ce qu'on est dur avec O Monstro, franchement. On va encore parler d'un défenseur brésilien et assez âgé. Rudy Garcia veut prolonger Marcelo. On signe ou pas? Pas du tout. Ce matin, je te dis oui. Il m'a doublé hier. Arrête. Non, mais pourquoi pas? Non, mais c'est pas un mauvais défenseur. C'est un mec qui est fort mentalement, qui a été insulté par les supporters et tout, et qui est revenu. Et ça, non, mais ça veut juste chercher. Il a son show, Marcelo. Non, mais ça veut juste te dire comme Garcia. Ça veut juste te dire comme Garcia que c'est un mec qui a dans la tête, qui a vraiment une mentalité de gagneur et qui fait du bien à Lyon. Steve Savidan, en quelques secondes, on signe ou pas Marcelo? Je re-signe pas si le projet c'est la Ligue des Champions. Tout à fait. West Ham si ça reste la Ligue 1. A priori, il se tourne quand même vers la Ligue des Champions. West Ham souhaiterait s'attacher les services de l'attaquant international espoir français Hudson Edward, actuellement Celtic Glasgow et anciennement du Paris Saint-Germain, pour remplacer Sébastien Haller, parti à l'Ajax. On évoque un transfert de 40 millions d'euros. On signe ou pas? Vive la première ligue quand même, parce que tu le passes sous silence, mais vous pouvez quand même dire merci à Aston Villa d'avoir acheté Morgan Sanson, 16 millions, 18 millions. On en espérait 35. Tu vois. Non mais tu vois, on parlait la semaine dernière avec un économiste du football de la baisse potentielle du prix des joueurs en Angleterre. Ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est pas toi qui n'a aucun sens, mais calme-toi. Non, mais 40 millions sur Edouard, ça n'a aucun sens. 40 millions, ça n'a aucun sens, mais c'est un bon joueur. Et je trouve que c'est le bon profil pour remplacer à l'heure. C'est un très bon joueur. Pour 40 millions. Non, mais je négocie. À 28, je le prends. 28, je le prends. Jamais de la vie. Non, mais ça, je le prends. C'est un bon joueur, mais il faut pas du tout 40 millions. On enchaîne. Barré au Real Madrid, le Norvégien Martin Odegaard devrait être prêté jusqu'à la fin de saison à Arsenal. C'est gratuit, ça. Il n'a joué que 9 matchs cette saison, toute compétition confondue. On signe ou pas? Steve Savidan? Oui, c'est un prêt. Ouais, en prêt gratuit, bien sûr, c'est un pari, bien sûr. Enfin, s'il pouvait faire jouer Nicolas Pepe, déjà Arsenal serait pas mal. Je suis d'accord avec ce que vient de dire. On signe. On signe. Et puis c'est même pas drôle, franchement, c'est même pas drôle. On enchaîne avec un possible gros transfert pour cet été. Manchester United et Liverpool seraient à fond sur le défenseur français Dayo Upamecano de Leipzig. Jürgen Klopp rêve d'une charnière Van Dijk ou Upamecano. Par contre, ou pas Mécano. J'arrive pas à le dire. J'espère que c'est dans la boîte, ça aussi. Je n'arrive pas à le dire. Tu peux le répéter ou pas? Non. Upamecano, j'arrive pas à le dire. Voilà.
Mais c'est le Bayern qui pourrait finalement emporter le morceau. Le joueur disposerait d'une clause de 50 millions d'euros après avoir prolongé cet été son contrat jusqu'en 2023. Est-ce qu'on signe, est-ce qu'on met le paquet sur la table? On signe. Ah oui, on C'est signe. l'un des futurs défenseurs équipe de France qui va être dans la. Complètement. Non. Et Paris serait inspiré de le faire. Et à mon sa avis. place, est-ce que vous signez à Liverpool, au Bayern, pour rester en Allemagne? Liverpool. Il est en Allemagne, je pense qu'il peut aller au Bayern et avoir de bons espoirs de gagner la Ligue des Champions. Ouais. Steve Savidan, vous êtes Exactement pareil. Je pas prends, je mécano. le mets au Bayern. vous restez en Bundesliga, vous signez au Bayern. Moi je dis Liverpool. Ouais, un petit gamin de Valenciennes qui a été formé au VAFC, c'est bien. Ça se suit, ça. Bravo. Alors Liverpool qui Et ça pourrait... fera sans doute un bon transfert pour Valenciennes avec la loi Bosman. Complètement. Liverpool qui pourrait par ailleurs s'attacher les services d'un défenseur grec d'Arsenal, Socratis Papastatopoulos. Voilà, je vous le dis comme ça, il n'y a pas de commentaire à Tant mieux faire. pour lui. Le mec qui se fait des défis tout seul. Mais c'est une transition pour Tant mieux pour parler lui. d'un attaquant grec qui a Ah. marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Mitroglou. Kostas Mitroglou va bien s'engager avec Laris Salonique, 3e du championnat grec pour 1 an et demi. Si vous êtes Il le était directeur temps, hein. sportif de Laris Salonique, Alors, si je suis le directeur sportif de l'OM, je l'amène là-bas. Merci mon ami. Allez, ciao, bon dimanche. Alex, Ah bah non, mais enfin je sais pas, mais en tout cas tant mieux, Le Sadio pauvre. il est parti. Non mais pour Ah, l'OM c'est c'est bien. Après pour Aris Salonique. Ils ont pas vu. Il n'y a pas la Ligue 1 là-bas. Non mais il va être bien. Il était bon là-bas quand il était à Mais t'as l'Olympiakos. raison, il Je va pense être qu'il sachant bien. que Il va Mitroglou être bon, a là-bas. un meilleur rendement, ce que nous avait rappelé C'est Gérard vrai, Jeunesse, que Benedetto. On termine C'est avec le mercato niveau des entraîneurs. Frank Lampard n'est plus l'entraîneur de Chelsea depuis ce midi. L'Anglais paie la 8e place des Blues en championnat malgré un mercato considérable avec plus de 200 millions d'euros dépensés. Thomas Tuchel est pressenti pour le remplacer sur le banc des Blues. Selon les informations de Sport Bill, l'Allemand sera présenté officiellement Super. après l'entraînement de Top. Chelsea Bravo à lui. ce soir. Il sera sur le banc de sa nouvelle équipe pour la réception de Wolverhampton mercredi soir. Est-ce que c'est le meilleur choix pour Chelsea? C'est super. Bravo à lui. Benjamin. Non mais c'est une revanche. Moi je suis très content pour lui. Mais tu es le directeur sportif de Chelsea. Est-ce que tu Oui, signes Thomas c'est ce que Tuchel? je suis en train de te dire. Je suis complètement le directeur sportif de Chelsea. Je le signe. On lui a manqué Ah, de mais tu ne respect. l'es pas, calme-toi. Ah bah d'accord, pardon. Non mais on lui a manqué de Ah, respect au ouais, Paris Saint-Germain. Je sais ce que tu en penses. Je sais très bien ce que tu en penses. Je suis ravi pour lui qu'il arrive. Donc je suis directeur. Je Ouais. signe. Signature. Allez. Moi, Ah oui. moi je le signe Complètement. aussi, mais juste je lui demande de pas faire jouer Kanté en attaque, c'est tout. Voilà. Après je le signe, sans aucun problème. À la balle. pauvre punchline, ouais, la Steve pauvre. C'est la Savidan. vérité. Steve Savidan va nous mettre d'accord, va. Moi, ce qui m'intéresse en ce que Tourelle signe à Chelsea, c'est comme ça on connaîtra le dernier tour ou le dernier match du PSG en Ligue des Champions. Ah bah, tu vois, alors finalement, je me désolidarise des propos de Steve. On commence à se passer en deuxième, notamment avec l'entrée d'Alou Diarra et celle de Steve Savidan. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Alou, on l'avait vu sur les derniers matchs, pour remplacer Pat, c'était prévu dans le fonctionnement des compétitions en ce moment. Steve Savidan, la voix de Raymond Domenech, le soir de votre sélection, de votre première sélection en équipe de France. Quel souvenir vous gardez de cette soirée, j'imagine, extraordinaire dans votre vie et dans votre parcours de footballeur? Bah, que c'était pour moi la fin d'un chemin et le début d'un autre. Le chemin, en fait, pour en arriver là, parce que ça a été facile. Et à l'époque, c'était le début d'une nouvelle aventure. Donc, ça me relançait des objectifs. Mais 10 ans après et quelques kilos en plus, je vous dirais que, et connaissant la fin de l'histoire, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire et c'est pratiquement impalpable. À ce moment-là, vous imaginiez vous installer plus longuement en équipe de France. Par la suite, vous aviez signé à Monaco, même si vous aviez dû arrêter votre carrière prématurément. En fait, ça aurait été comme un signe. En fait, ce que vous utilisez, c'est qu'en fait, je me serais bien installé dans le bus à Nice-là, en fait, un an et demi après. Ah ouais, Vous avez été sauvé finalement. Oui, parce que on va dire que les planètes à ce moment-là, pour un jeune gamin de 30 ans, plein d'avenir, les planètes étaient alignées pour qu'il y soit. Et puis vous étiez très populaire aussi. Ah ouais. Il y avait la France qui oui. vous suivait, qui Je vous suivait disais, votre aventure. ça faisait écho, et hormis le côté footballistique. Donc il y a toujours pareil, le fond et la forme. En tout cas, la forme, la mariée était belle. Et elle méritait d'aller jusqu'à la Coupe du Monde. Ça aurait fait du bien, hein, je pense, à l'équipe de France de foot. On parle de 2010, on en rigole et tout, mais ça aurait fait du bien d'avoir des joueurs comme Steve et comme d'autres d'ailleurs qu'on n'a pas vu en équipe de France, un peu moins dans les étoiles, plus terre à terre. Et c'est plutôt un bon point pour un joueur de foot.
Moi, franchement, Steve Savidan, j'ai des souvenirs incroyables de quand j'étais plus jeune. Ensemble non, mais dans ma télé, devant le jour de foot, tu vois, ça nous remonte. Ah, ça date. Mais moi, j'ai une question, Steve, d'ailleurs, par rapport à ton parcours, c'est pourquoi ne pas avoir sauté la case plus vite entre Valenciennes et Monaco? Pourquoi être passé par Caen, vouloir passer par Caen? Est-ce que c'était un choix ou il n'y avait pas eu de proposition? Non, en fait, c'est très simple. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais pourquoi en fait t'es parti de Valenciennes? Alors déjà d'une, on m'a amené à partir de Valenciennes. C'est pas que moi qui prends la décision. Quand tu as un club et avec qui tu t'entends très très bien et qui te disent bon, ça serait quand même pas si mal que ça quand même que bon, ça fait 4 ans que t'es là, t'as un haut salaire. Ça serait bien que tu trouves un autre club. Bon, la concours de circonstances, c'est fait qu'il y a des clubs qui s'intéressent à moi. Et puis dans tous les clubs qui se sont intéressés à moi, il y en a qu'un seul qui a tiré. Et je m'entendais très très bien avec Franck Dumas. Ouais. Tous les critères étaient réunis. Le timing était respecté. Je voulais pas reprendre la saison dans un club et repartir en attendant la fin du mercato. Et puis ça s'est fait avec Caen. Ça aurait pu se faire avec un autre, mais ça s'est fait avec Caen parce que j'y trouvais beaucoup d'intérêt. Et pourquoi après Monaco? Parce que Monaco aussi. Quand on va discuter avec Guy Lacombe, c'est qu'il cherchait un profil comme celui-ci. Comme le mien, pardon. D'accord. Ouais. Steve Savidan, quelle était l'ambiance dans le vestiaire de l'équipe de France ce soir de première sélection pour vous? On est à l'époque de Menech. Très sympa. Ouais, c'est très sympa. Hein. C'est Nico Anelka qui met la musique. C'est que il y a vraiment, de toute façon, il y a une identité dans cette équipe de France. Il y a une identité qui est inscrite depuis des décennies. Et il y avait une très bonne, franchement, il y avait une très très bonne énergie. Et puis Et puis quand tu as l'opportunité de pouvoir jouer, donc en 2009, avec, en tout cas pour mon rôle d'attaquant, avec ce qui se fait de mieux au monde à ce moment-là. Bon, même si tu as 30 ans, parce que tu as le même âge qu'eux, c'est ta première sélection et ta seule sélection, tu te dis, tu regardes un petit peu, tu regardes un peu ce qui se passe, t'écoutes. Si on te demande de parler, tu parles. Et puis voilà, quoi, t'es un gamin, quoi, t'apprends même si t'as 30 ans. Une question de Benjamin. Steve, quand justement tu dis que tu as rejoint ce groupe en 2009, que l'ambiance était bonne et autre, et on a fait lien tu as fait lien d'ailleurs avec 2010 et Naïsna. Comment toi tu as vu les choses, toi qui les avais connus très peu de temps auparavant, qui les connaissais d'ailleurs, comment tu as perçu les choses? Que c'est vrai qu'ils ont eu une presse déplorable à ce moment-là. Je me rappelle des propos de Roselyne Bachelot qui a dit que c'était une bande de caïds. Ouais, des caïds avec des caïds immatures qui sur des gamins apeurés, un truc comme ça. Ouais. Comment toi t'as perçu la chose alors que tu les connaissais, ouais. Tout simplement, c'est que il faut remettre aussi dans un contexte, donc les plus vieux vont me comprendre, c'est que donc maintenant ça va faire pratiquement un peu plus de 10 ans. Les réseaux sociaux commencent à arriver. Hein. Ouais. On s'en rend pas compte, mais ça vient juste d'arriver et ça fait que 10 ans. Et mêlé avec ça, avec une nouvelle proportion à l'argent, le foot business, l'évolution, c'est là où il y a vraiment un gros impact. On sort quand même d'une crise mondiale financière. Et puis, forcément, c'est facile je dis c'est facile, mais ils ont donné le bâton, de trouver certaines attitudes déplacées, de dire que c'est des... comment ils avaient dit ça? Des caïds immatures. Milliardaires, millionnaires. Bon, c'est super facile de leur taper dessus à ce moment-là. C'est super simple. En plus, à l'intérieur, il y a une très, très bonne ambiance. Et quand je dis une très bonne ambiance, bien sûr, comme dans tout groupe, il y a des problématiques. Bien sûr, c'est normal. Bien sûr qu'il y a des problématiques. Sauf que là, ça a pris quand même une ampleur. Ils sortent quand même de la finale de la Ligue c'était 2006. Ils sortent de la finale quand même de Coupe du Monde. On sent qu'il y a un trouble de génération entre la génération, j'allais dire Zidane, je grossis le trait, la génération Zidane qui a fait rêver et une génération qui n'a encore rien gagné et qui ne correspond pas à la majorité des Français dans leur imaginaire. Donc, forcément, si on peut leur taper dessus, on va leur taper. Hein. Mais c'est justifié à ce moment-là. Hein. Steve Savidan, aujourd'hui, vous continuez à évoluer dans le milieu du sport, mais plutôt du côté de la préparation mentale. Racontez-nous un peu comment vous êtes reconverti. En fait, j'ai fait une grosse analyse sur moi et je me rendais compte que j'étais vraiment taré. Donc, en fait, j'ai fait un gros travail sur moi. Ça démarre bien. C'est bien. C'est honnête. C'est pas mal le pitch. Hein. C'est objectif. C'est pas mal. En fait, ça m'a toujours intéressé. Je me suis toujours dit, il y a un truc qui se passe là-haut.
et qui a été énormément déclencheur dans mes rencontres, dans ma réussite, sauf que j'avais du mal à le matérialiser. Donc 2020 a été une très 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 belle année, une très très bonne année, parce que j'ai enfin pris le temps de m'analyser et de savoir ce que je voulais vraiment faire. Donc je me suis formé, je me suis intéressé, j'ai structuré mes idées et je me suis lancé dans l'accompagnement de sportifs et pas que, parce que j'interviens aussi au niveau d'entreprise, sur 2 angles. C'est la motivation, parce que si je vous dis à tous aujourd'hui, soyez motivés, ça va pas trop marcher. Vous allez me dire, mais attends, mais pourquoi, comment, dans quel but? En fait, il y a des mécanismes. Et puis après, c'est la fixation des objectifs. Ça paraît simple, mais c'est une méthodologie à mettre en place. Donc moi, c'est mes 2 premiers leviers sur lesquels j'interviens dans l'accompagnement. Et après, j'avance au rythme du sportif et de ses besoins. Al equipo de Zidane y Benzema que iba a hacer el segundo después de ese roce de Eden Hazard, la pelota le cae. La pelota. Et messieurs, il nous reste moins d'1 minute pour parler de l'Espagne, de la Liga espagnole et de la nouvelle belle performance du Real Madrid. Real Madrid insubmersible, on les pensait vraiment au bout du trou. On évoquait même un départ, un limogeage de Zinedine Zidane qui est par ailleurs malade. David Bettoni sur le banc. Ouais. Real, victoire du Real 4-1 avec un nouveau doublé de Benzema. Capitaine. Et le retour de Eden Hazard. Ouais. Quelques secondes pour vous, messieurs. Eden Hazard, top joueur, mais bon, pareil, lui, quand il veut, quand il a la forme. Et Benzema, ça reste l'un des plus grands attaquants français. Donc, c'est son 179e but avec le Real, 15 buts cette saison. Il faudrait qu'un jour, on bloque un quart d'heure ou une émission entière consacrée sur Benzema. On va le faire venir sur son absence de l'équipe de France. Bon, après, c'est histoire de groupe, on aurait pu en parler avec Steve. Après, c'est une très belle équipe, le Real de Madrid, mais moi, l'équipe qui m'impressionne, ils sont encore loin, le Real, c'est quand même l'Atlético Madrid. Avec Carlos Suarez, extraordinaire. Franchement, 34 ans, je sais pas combien de buts, exceptionnel. Peut-être la meilleure équipe ils vont être champions, d'Europe je le souhaite, en tout cas. cette année. Steve Savidan, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. On vous réinvitera dans Classico en plateau. Merci à tous de votre fidélité à Classico. Pas de quiz, mais on reviendra. En fait, je gagne plus le quiz, c'est fini. Oui, mais on va revenir avec le quiz. Merci beaucoup. Cette émission est à retrouver sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Tout de suite, la soirée continue sur Radio J avec le festival oriental de notre ami Avner Azoulay. À lundi prochain.